La pluie tombait cette nuit-là d'octobre en nappes épaisses et obliques, brouillant les contours du domaine Ashford jusqu'à ce que les grilles de fer et les piliers de pierre ressemblent à quelque chose de peint, presque oublié. Jonathan Ashford se tenait juste à l'intérieur des grilles, son manteau sur mesure assombri par l'eau, observant une femme agenouillée dans une flaque peu profonde, comme si le sol lui-même l'avait finalement attirée vers le bas. Elle ne devait pas avoir plus de 30 ans. Ses cheveux clairs étaient plaqués contre son visage et sa robe, autrefois élégante, était maintenant déchirée et trempée, collant à sa silhouette. Dans ses bras, elle serrait un petit garçon d'à peine 5 ou 6 ans, sa veste trop fine, inutile contre le froid, son corps frissonnant tandis qu'il enfouissait son visage dans son épaule. Jonathan avait déjà vu la pauvreté dans des rapports et lors de galas caritatifs. Il avait signé des chèques avec une compassion bien rodée. Mais là, c'était différent. C'était brut, proche, impossible à ignorer. Puis elle releva la tête et le monde se rétrécit jusqu'à ses yeux. Même à travers la pluie et l'épuisement, il les reconnut instantanément. Il les connaissait depuis qu'il avait 17 ans. « S'il vous plaît, dit-elle d'une voix râpée par le froid et la peur. Je n'ai pas besoin d'argent, je peux nettoyer. N'importe quoi, juste une assiette de nourriture pour mon fils. Il n'a pas mangé depuis hier. » Les mots lui parvinrent à peine. Son esprit s'effondrait déjà sur lui-même, projeté en arrière à travers des décennies, jusqu'à un été qui sentait l'herbe fraîchement coupée et les promesses qui semblaient alors impossibles à briser. « Catherine » murmura-t-il, le prénom lui échappant avant qu'il puisse l'en empêcher. Ses yeux s'écarquillèrent, puis se remplirent de quelque chose de vif et douloureux, comme une honte se tordant en panique. Elle serra le garçon plus fort contre elle et tenta de se relever, ses genoux tremblants sous son poids. « Je ne savais pas que c'était votre maison, dit-elle rapidement. « Je suis désolée, nous allons partir. Je n'aurais pas dû... » Jonathan bougeait déjà. Il ôta son manteau et le passa autour de ses épaules, les mains mal assurées, la poitrine serrée par des émotions qu'il s'était entraîné toute sa vie à ne jamais montrer. « Ne soyez pas ridicules, dit-il d'une voix rauque. « Entrez, tous les deux. » Il les guida à travers les grilles et vers le manoir, conscient du regard du garçon qui, à présent, osait jeter un coup d'œil, ses yeux bleus l'observant avec curiosité, plutôt qu'avec peur. De près, Jonathan remarqua la légère teinte bleutée des lèvres de l'enfant, ses petits doigts crispés dans le tissu de la robe de sa mère. À l'intérieur du vaste hall, la chaleur vint à leur rencontre. Jonathan appela Mrs. Whitmore, sa gouvernante depuis des décennies, qui prit la scène d'un bref regard aux yeux écarquillés, avant que le professionnalisme ne reprenne le dessus. Des chambres furent préparées, de la soupe commandée, des serviettes apportées. Lorsque Catherine fut conduite vers le salon éclairé par le feu, ses forces l'abandonnèrent enfin et elle s'affaissa sur le canapé, tenant toujours son fils comme si le lâcher pouvait faire disparaître toute chose. Jonathan s'agenouilla à la hauteur du garçon. « Comment tu t'appelles » demanda-t-il doucement. L'enfant regarda sa mère, puis répondit d'une petite voix prudente « Oliver ». Jonathan sourit malgré le martèlement dans sa poitrine. « Tu es en sécurité ici, Oliver. » À ces mots, le calme de Catherine se brisa. Des larmes coulèrent sur son visage, se mêlant à l'eau de pluie encore accrochée à sa peau. « Je n'ai jamais voulu que tu me vois comme ça, » murmura-t-elle. Jonathan s'assit en face d'elle, les mains jointes, les années qui les séparaient s'effondrant en un instant. Il ouvrit la bouche pour poser la question qui le hantait depuis plus de 20 ans, mais avant qu'il ne puisse parler, Catherine secoua lentement la tête et dit, presque pour elle-même, « Je croyais que tu n'avais jamais écrit. Je croyais que tu m'avais oublié. » Et avec cette seule phrase, la nuit se fissura, promettant des vérités auxquelles aucun d'eux n'était prêt à faire face. Jonathan dormit à peine cette nuit-là, bien après que Catherine et Oliver se furent installés à l'étage, alors que la maison était silencieuse, rythmée seulement par la pluie régulière frappant les fenêtres. Il resta seul dans son bureau, à fixer le feu sans vraiment le voir. Ses paroles résonnaient dans sa tête, encore et encore, remodelant des souvenirs qu'il portait en lui depuis la majeure partie de sa vie. « Je croyais que tu n'avais jamais écrit », cette idée lui semblait impossible. Il avait écrit des dizaines de lettres, y avait versé sa confusion et son désir, les avait envoyées avec constance, convaincu que le silence signifiait un rejet.
À présent, cette certitude s'était fissurée, laissant place à quelque chose de bien plus troublant. Lorsque le matin arriva, gris et étouffé, Catherine demanda à lui parler. Elle était assise en face de lui dans la chambre d'amis au mur bleu, enveloppée dans un peignoir emprunté, les cheveux séchant en ondulations lâches. Elle paraissait plus âgée que la jeune fille dont il se souvenait, plus fatiguée. Mais il y avait encore cette force familière dans sa façon de se tenir, comme si elle avait appris à rester debout même en portant un poids trop lourd. « Je n'ai jamais reçu tes lettres, Jonathan, dit-elle de nouveau, plus assurée cette fois. Pas une seule. » Il déglutit, la vérité commençant à lui donner l'impression d'une trahison se déroulant au ralenti. Elle prit une inspiration et commença à lui raconter ce qui s'était réellement passé. À 16 ans, lorsqu'elle réalisa qu'elle était enceinte, la peur envahit tout son monde, ses parents paniquèrent, non seulement à cause de son âge, mais aussi parce que son père travaillait dans une installation liée au nom Ashford. À la même période, un incident grave s'était produit à l'usine, quelque chose de dangereux que la direction voulait étouffer. Son père fut poussé à signer des documents et à déménager, et Catherine fut envoyée avec lui avant que des questions puissent être posées. « Ils m'ont dit que tu ne voulais pas me voir, dit-elle doucement, que ta famille voulait tout enterrer, que te contacter ne ferait qu'aggraver les choses. » Jonathan sentit la colère monter, brûlante et désorientante, dirigée non pas contre elle, mais contre la prise de conscience que l'influence de son père avait peut-être été bien plus étendue qu'il ne l'avait jamais imaginé. La voix de Catherine vacilla lorsqu'elle parla de la perte du bébé, à 4 mois, de son départ de la ville avec le chagrin, la honte et sans aucune idée de la façon de lutter contre les adultes qui contrôlaient sa vie. Après ça, dit-elle en fixant sa tasse de thé, j'ai pensé que je n'avais pas le droit de revenir, pas le droit de rouvrir quelque chose que tu avais clairement choisi d'oublier. Jonathan se leva brusquement, faisant les 100 pas dans la pièce, comme si le mouvement pouvait libérer la pression qui écrasait sa poitrine. Je n'ai jamais choisi ça, dit-il d'une voix rauque, on m'en a empêché, comme toi. Le silence qui suivit était lourd du poids de tout ce qui leur avait été volé à tous les deux. Catherine hocha la tête, les yeux brillants. « Je le sais maintenant, dit-elle. Mais à l'époque, j'étais une fille effrayée qui croyait les personnes en qui elle avait confiance. » Elle hésita, puis ajouta à voix basse « J'ai quand même gardé quelque chose de cette époque. » Elle plongea la main dans son sac et en sortit une enveloppe usée, au bord effiloché, contenant une photocopie d'un document portant la signature de son père et un sceau d'entreprise que Jonathan reconnut instantanément. L'estomac de Jonathan se noua, la preuve que quelque chose avait été caché, que sa disparition n'était pas seulement l'histoire d'une romance adolescente brisée, mais celle d'un silence acheté et imposé. Catherine croisa son regard. « Je ne suis pas venue ici pour des réponses, dit-elle. Je suis venue parce que mon fils avait froid et faim, mais maintenant, je pense que nous avons été tous les deux trompés. » Jonathan baissa les yeux vers le papier qu'il tenait, puis releva le regard vers elle, conscient que la vie qu'il avait construite reposait sur des fondations qu'il ne pouvait plus ignorer. Et avec cette prise de conscience surgit une question qu'aucun d'eux n'osait encore formuler à voix haute. Quel en serait le prix s'il décidait enfin de dire la vérité? L'accord fut l'idée de Catherine, pas celle de Jonathan. Lorsqu'il lui proposa, à elle et à Oliver, de rester sans aucune condition, elle releva le menton avec cette détermination familière et obstinée dont ils se souvenaient depuis leur jeunesse et déclara qu'elle ne pouvait pas accepter la pitié, ni de lui, ni de qui que ce soit. S'il devait rester sous son toit, ce serait parce qu'elle l'aurait mérité. Jonathan l'écouta, surpris de constater à quel point il respectait la fermeté de sa voix. Finalement, ils s'entendirent sur une limite simple, 30 jours. Elle travaillerait, vraiment travaillerait, aidant à organiser la maison, les bureaux personnels négligés, l'arriéré de comptes et de correspondances que Jonathan évitait depuis des années. Ensuite, il réévaluerait la situation, calmement, rationnellement, pour le bien d'Oliver. Ce cadre apaisa quelque chose en Catherine, et pour Jonathan, cela ressemblait au premier choix honnête qu'ils faisaient ensemble depuis des décennies. Les jours suivants s'installèrent dans un rythme inattendu. Catherine se montra compétente et efficace, apportant de l'ordre dans des pièces qui reflétaient depuis longtemps le chaos intérieur de Jonathan. Mrs. Whitmore,
d'abord réservé, hocha bientôt la tête en signe d'approbation silencieuse à mesure que les choses se mettaient en place. Pendant ce temps, Oliver commença à changer. Avec des repas réguliers et un lit chaud, la tension qu'il portait s'atténua peu à peu. Il riait davantage, courait après les chiens dans le jardin, posait des questions sans fin sur la taille du manoir, sur les oiseaux nichant près des haies. Jonathan se surprenait à s'arrêter sur le seuil des portes, juste pour écouter ce rire, étonné de la rapidité avec laquelle il remplissait des espaces autrefois vides. Le soir, après qu'Oliver se fût endormi, Jonathan et Catherine parlaient, prudemment au début, puis avec une aisance grandissante. Ils évoquaient les années perdues, les choix qui les avaient façonnés, les personnes qu'ils étaient devenus lorsque la vie les avait forcés à grandir trop vite. Il n'y avait aucune précipitation, aucune déclaration grandiose, seulement la reconnaissance silencieuse de quelque chose de fragile et d'inachevé, qui existait encore entre eux. Un après-midi, alors qu'elle organisait le bureau de Jonathan, Catherine découvrit un dossier mince dissimulé derrière des rapports obsolètes. À l'intérieur se trouvaient des documents qui lui coupèrent le souffle, un petit fonds d'indemnisation, des notes évoquant une relocalisation nécessaire et un brouillon de lettres jamais envoyées. Cela confirmait à la fois ce qu'elle avait toujours soupçonné et redouté. Sa famille n'avait pas simplement disparu. On l'avait poussée à partir. Lorsque Jonathan entra et la vit debout, pâle et tremblante, il comprit immédiatement. Le soulagement d'être enfin réhabilité se heurta à la douleur de savoir que la vérité avait été dissimulée de manière si délibérée. Ce soir-là, alors que le poids de tout cela pesait lourdement sur eux, Oliver entra dans la pièce, tenant une fiche d'école entre ses mains. Il hésita, puis leva les yeux vers Jonathan avec un sérieux solennel qui ne correspondait pas à son âge. « Monsieur Jonathan, demanda-t-il doucement, est-ce que tu peux être mon papa ?» Les mots restèrent suspendus dans l'air, à la fois innocents et dévastateurs, et Jonathan comprit que, quoi qu'il arrive ensuite, plus rien dans leur vie ne serait jamais simple. Jonathan ne répondit pas tout de suite à Oliver. La question était tombée trop lourdement, chargée d'une confiance qu'il ne se sentait pas digne d'accepter sans y réfléchir. Il s'accroupit à la hauteur de l'enfant et choisit ses mots avec soin, conscient qu'une promesse imprudente pourrait devenir une perte de plus. « C'est quelque chose de très important, dit-il doucement. Tu devrais d'abord en parler avec ta maman, d'accord ?» Oliver hocha la tête, satisfait pour le moment, puis s'éloigna à pas feutrés dans le couloir, laissant derrière lui un silence qui semblait plus assourdissant encore que la pluie de la veille au soir. Catherine avait entendu la question depuis l'embrasure de la porte. Elle se tenait là, les mains jointes, le visage pâle, marqué par une peur qu'elle ne pouvait plus dissimuler. Quand Jonathan se tourna vers elle, elle parla la première. « Tout va trop vite », dit-elle d'une voix tremblante. « Je m'étais juré de ne pas le laisser s'attacher. Je m'étais juré de ne pas m'attacher non plus. » Elle se laissa tomber sur une chaise, se frottant les tempes comme pour tenter de se maintenir en un seul morceau. Jonathan s'assit en face d'elle, résistant à l'envie de tendre la main. « Je ne veux rien lui prendre, dit-il doucement, ni à lui, ni à toi. Je ne ferai pas semblant d'être quelque chose que je n'ai pas mérité. » Catherine eut un léger rire, amer et épuisé. « Il n'a pas eu grand-chose qui mérite sa confiance, répondit-elle. Juste de la stabilité, juste quelqu'un qui est là. » Ces mots furent plus tranchants qu'elle ne l'avait voulu, et Jonathan les sentit se poser dangereusement près de vérités qu'il avait longtemps évitées à propos de lui-même. Il inspira profondément et parla, non pas comme un milliardaire ou un sauveur, mais comme un homme confronté à son passé. Il lui parla des fois où il était resté silencieux dans les salles de conseil, lorsque des décisions privilégiaient l'image plutôt que les personnes, le profit plutôt que la responsabilité, de la facilité avec laquelle il avait justifié les compromis quand les chiffres étaient bons et que les conséquences semblaient lointaines. « Je me disais que je protégeais l'entreprise, dit-il, mais en réalité, je me protégeais moi-même. » Catherine écouta, son expression s'adoucissant en quelque chose qui ressemblait à de la compréhension. « Ça ne fait pas de toi un monstre, dit-elle, ça fait de toi un être humain. » Il secoua la tête. « Ça fait de moi quelqu'un de responsable. » Il promit alors de ne pas enfouir la vérité qu'ils avaient mise au jour, même si cela signifiait exposer les chapitres les plus sombres de l'héritage Ashford. Pas d'arrangement discret, pas de silence commode,
Il affronterait les choses au grand jour, corrigerait tout ce qui pouvait encore l'être. Les yeux de Catherine se remplirent de larmes, pas seulement de soulagement, mais sous l'effet de l'attraction terrifiante de l'espoir. « J'ai peur, admit-elle, pas de toi. De croire à nouveau, de laisser Oliver y croire, puis de tout perdre encore une fois. » Jonathan soutint son regard avec calme. « Je ne peux pas promettre que la vie sera parfaite, dit-il, mais je peux promettre que je ne disparaîtrai pas cette fois. » Cette honnêteté brisa quelque chose entre eux, ouvrant un espace nouveau. Catherine se pencha en avant, la voix à peine plus qu'un murmure. « Je crois que je retombe amoureuse de toi, » dit-elle, comme si elle avouait un crime. Jonathan ne la pressa pas, ne chercha pas à effacer sa peur. Il se contenta de prendre sa main, la tenant avec une révérence silencieuse. Dehors, les nuages commencèrent à se dissiper, et pour la première fois depuis cette nuit aux grilles, la possibilité de la lumière parut réelle. Le printemps revint au domaine d'Ashford en toute discrétion, presque avec prudence, comme s'il n'était lui aussi pas certain d'y être le bienvenu. Les jardins, autrefois ternes et maîtrisés, commencèrent à refleurir de couleurs que Jonathan se souvenait à peine avoir choisies, et les grilles de fer où tout avait commencé ne semblaient plus être une frontière, mais un seuil. Au fil des mois qui suivirent, Jonathan tint la promesse qu'il avait faite, non par des discours ni par des gestes destinés aux gros titres, mais par des actions inconfortables. Il rouvrit de vieux dossiers, autorisa des audits indépendants et laissa remonter à la surface des vérités longtemps enfouies. Certaines réunions se terminèrent dans la colère, des actionnaires l'avertirent des risques pour sa réputation, des conseillers lui suggérèrent de régler les choses discrètement. Jonathan écouta, puis refusa. Des indemnisations furent versées. Des excuses furent présentées publiquement. Une fondation fut réorganisée, non comme une œuvre de charité, mais comme une restitution. Cela lui coûta de l'influence, mit des relations à rude épreuve et lui valut des nuits sans sommeil, mais pour la première fois de sa vie adulte, le poids qui lui oppressait la poitrine commença à s'alléger. Catherine observa tout cela, non pas à distance, mais en tant que femme de nouveau debout sur ses propres pieds. Elle travailla, économisa, reconstruisit sa confiance pas à pas, n'étant plus définie par ce qu'on lui avait pris. Oliver s'épanouit d'une manière qui continuait de la surprendre. Il rapportait des projets scolaires, se faisait des amis et parlait sans cesse de l'avenir, un avenir qui, enfin, incluait l'idée de rester. Un après-midi, debout devant ces mêmes grilles où elle avait autrefois supplié sous la pluie, Catherine comprit qu'elle ne s'y sentait plus petite. Elle s'y sentait pleinement présente. Lorsque Jonathan lui demanda de l'épouser, il n'y eut aucune annonce grandiose, aucun communiqué de presse, juste une question simple, posée avec honnêteté, dans la compréhension qu'elle pouvait dire non et être malgré tout respectée. Elle dit oui non pas parce qu'il l'avait sauvée, mais parce qu'il avait choisi de se transformer. Le mariage fut intime, célébré par une claire matinée de printemps, sous des arbres à peine en fleurs. Mrs. Whitmore pleura ouvertement. Quelques amis proches furent témoins. Oliver tenait leurs deux mains, rayonnant, et lorsqu'il appela Jonathan « Papa », ce ne fut ni demandé, ni négocié. Ce fut offert librement. Lorsque l'officiant les déclara une famille, Jonathan jeta un dernier regard vers les grilles, se souvenant de l'homme qu'il avait été la nuit où la pluie était tombée et de la proximité avec laquelle il avait failli s'éloigner. Certaines erreurs, le savait-il désormais, ne pourraient jamais être effacées, mais d'autres pouvaient être assumées, corrigées et transformées. L'amour n'était pas arrivé comme un miracle. Il avait grandi lentement, douloureusement, à travers la vérité et le courage. Et tandis qu'ils retournaient ensemble vers la maison, Jonathan comprit que la guérison ne consistait pas à oublier le passé. Elle consistait à l'affronter enfin et à choisir chaque jour de faire mieux.